Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Puis-je laver les plats pour un repas? Demande la petite fille sans abri. Le riche homme agit. Par un soir froid de novembre, Seattle était enveloppé dans une brume légère. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune diffuse sur les trottoirs humides, tandis que la pluie fine et persistante dessinait des rivières sur les vitres des gratte-ciels. Les klaxons résonnaient au loin, les rames du métro aérien grondaient au-dessus des avenues, et les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux, filaient sans se regarder, absorbés par leurs pensées ou l'écran de leur téléphone. La ville brillait, oui, mais pas de chaleur. Juste de luxe. De vitres fumées. De vitrines éclatantes où les sans-abri n'étaient que des ombres invisibles. Dans le quartier de Capitol Hill, au lieu de la bourgeoisie branchée et des immeubles d'affaires, un homme en costume 3 pièces sortait d'une tour de verre. Il était grand, droit, sûr de lui. Ses tempes grisonnantes lui donnaient une élégance naturelle. C'était Ethan Caldwell, 56 ans, fondateur et PDG de Caldwell & Monroe Investment, une société financière présente dans 8 pays. Dans les cercles économiques, son nom était synonyme de puissance, de stratégie et de froideur. Ses employés le craignaient autant qu'ils l'admiraient. Son bureau, au dernier étage, n'accueillait que les rendez-vous essentiels. Les décisions, chez lui, étaient rapides, tranchantes, parfois brutales. Ce soir-là, pourtant, ce n'était pas un contrat qu'il signait. Il avait un dîner stratégique avec 2 investisseurs japonais venus de Tokyo, un moment décisif pour un nouveau fonds destiné à l'intelligence artificielle. Son téléphone vibra. Il jeta un œil rapide à l'écran. Le Vespertine vous attend, monsieur Caldwell. Salle privée A. Vos invités sont en route. Il traversa la rue, évitant une flaque, ajustant les manches de son manteau en cachemire. Le restaurant était juste là, façade élégante, logo discret gravé sur le marbre noir. Il s'apprêtait à pousser la porte quand une voix, presque étouffée par le bruit des voitures, s'éleva à sa droite. Monsieur, s'il vous plaît, je peux laver les plats pour un repas? Juste une assiette? Il s'arrêta net. C'était faible, mais clair. Pas une plainte. Pas une supplique. Une simple proposition. Il tourna la tête. Au pied du muret séparant l'entrée du restaurant du trottoir, une petite fille se tenait là. Elle grelottait sous un manteau bien trop grand pour elle, les manches lui couvrant presque les mains. Ses pieds nus étaient posés sur le béton glacé, rouge, couvert de saleté. Ses cheveux étaient emmêlés, collés par la bruine. Et ses yeux, de grands yeux bruns fixaient Ethan avec une intensité désarmante. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas en train de mendier avec résignation. Elle se tenait droite, digne. Juste, désespérée mais debout. « Comment tu t'appelles » demanda Ethan, surpris, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Je m'appelle Hope, monsieur. Hope Williams. Je suis pas une voleuse, j'ai juste faim. Mais je peux aider, je peux laver, je peux balayer. Maman disait qu'il faut jamais rien demander gratuitement. » Un frisson lui traversa l'échine. Hope. Ce prénom heurta Ethan de plein fouet. Un coup invisible. Il sentit sa gorge se nouer. Un souvenir, aussi vif qu'un éclair, traversa son esprit. Emily, sa fille, assise un matin en pyjama sur le rebord de la fenêtre, un chocolat chaud entre les mains, lui disant « Tu sais, papa, j'aimerais que toutes les petites filles aient un prénom joyeux. Comme Hope. » Emily était morte 5 ans plus tôt. Un accident de voiture. Inattendu. Injuste. Et jamais vraiment surmonté. Ethan inspira profondément. Son costume lui semblait soudain lourd. Le monde des affaires s'éloigna un instant. Il n'était plus PDG. Il n'était plus l'homme de Wall Street venu conquérir l'Ouest. Il était un père endeuillé devant une petite âme perdue qui portait, comme une blessure ouverte, le prénom que la vie lui avait arraché. Il s'agenouilla doucement pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas à laver quoi que ce soit ce soir, Hope. Tu viens manger avec moi. D'accord ?» Elle hésita. Cligna des yeux. Comme si elle doutait d'avoir bien entendu. « Mais je suis sale, ils vont pas me laisser entrer. »
Elle baissa les yeux vers ses pieds, honteuse. Ethan vit alors ses orteils rouges de froid, ses ongles cassés, et un péane de son pantalon troué jusqu'aux genoux. Son cœur se serra davantage. Si quelqu'un dit un mot, il sortira. Je te le promets. C'est moi qui paie ici. Et tu es mon invité. Il tendit la main. Un geste simple, mais immense. Hope le regarda, méfiante, puis posa ses doigts tremblants dans les siens. Il sentit leur maigreur, leur fragilité, et leur force aussi. Et ensemble, ils franchirent la porte. Les serveurs hésitèrent un instant en voyant l'homme d'affaires entrer accompagné d'une fillette crasseuse et grelottante. L'un d'eux, visiblement gêné, s'avança, prêt à protester. Mais un simple regard d'Ethan, glacial, calme et autoritaire, suffit à le faire reculer. L'homme n'était pas du genre à discuter quand il avait pris une décision. Salle privée A, s'il vous plaît. Sans un mot, ils s'exécutèrent. On leur ouvrit une double porte vitrée qui menait à un salon élégant, tapissé de bois sombre et éclairé par un lustre moderne en verre soufflé. Une grande table ovale, dressée avec raffinement, trônait au centre. Assiettes ornées de feuilles d'or, couverts d'argent, serviettes impeccablement pliées, tout semblait sorti d'un magazine de luxe. Hope resta figé un moment sur le seuil. Ses yeux s'élargirent, émerveillés et nerveux à la fois. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. Une table si grande pour seulement 2 personnes? Une pièce si silencieuse, si chaude, rien que pour eux? Ethan, attentif, posa doucement sa main dans son dos pour l'encourager à avancer. Elle marcha à petits pas, presque sur la pointe des pieds, puis s'installa sur la chaise qu'on lui indiqua. Elle se tenait droite comme un soldat, les mains croisées sur ses genoux, sans oser toucher à quoi que ce soit. Un serveur s'approcha discrètement. Monsieur Caldwell, le menu dégustation à cette service est prêt. Dois-je l'apporter? Ethan hocha la tête, puis se tourna vers Hope. Tu veux manger quoi, Hope? Tu peux tout demander. Il n'y a pas de limite. Elle haussa timidement les épaules. Je sais pas, du pain chaud, et peut-être, un peu de poulet? Apportez-lui du poulet rôti, des légumes frais, du riz au beurre. Et du pain chaud, évidemment, dit-il au serveur. Puis il ajouta plus bas. Et du chocolat chaud. Avec des guimauves. Beaucoup. Hope sursauta un peu en entendant cela, puis un mince sourire se dessina sur son visage. Elle ne disait rien, mais ses yeux parlaient pour elle. Quand le repas arriva, elle attendit poliment qu'Ethan prenne sa première bouchée. Puis, avec une lenteur presque cérémonieuse, elle leva sa fourchette, prit un petit morceau de poulet, et le goûta. Elle ferma les yeux. La viande fondait dans sa bouche, chaude, tendre, salée à la perfection. Elle mastiqua lentement, comme si elle craignait que la nourriture disparaisse si elle allait trop vite. C'est bon comme un rêve, souffla-t-elle. Elle mangea avec soin, sans se jeter sur les plats, comme beaucoup auraient pu le faire après des jours de faim. Elle prenait son temps. Chaque bouchée semblait être un cadeau. Une grâce. Ethan l'observait, touché sans vraiment comprendre pourquoi. Cette petite fille avait quelque chose de douloureusement digne. Elle n'était pas seulement affamée de nourriture, elle avait faim de respect, de sécurité, d'attention. De normalité. Et ta maman? Elle s'appelait comment? Demanda-t-il à voix basse, quand ils entamaient le plat suivant. Hope leva les yeux. Elle posa sa fourchette, comme si parler de sa mère méritait qu'on s'arrête de manger. Elle s'appelait Angela Williams. Elle travaillait dans un petit café, pas loin du marché de Fremont. Tout le monde l'aimait bien. Elle me disait toujours qu'un sourire, ça valait plus qu'un billet. Elle marqua une pause, jouant avec le bord de sa serviette. Un jour, elle est tombée malade. Elle toussait beaucoup. Elle perdait du poids. Elle avait des douleurs, mais elle continuait de travailler. Elle disait que ça allait passer. Sauf que, c'était un cancer. Sa voix se brisa légèrement, mais elle reprit. Comme on n'avait pas d'assurance, ils n'ont pas voulu l'admettre à l'hôpital tout de suite. Elle est morte chez nous. Dans notre petit studio. J'étais là. Ethan sentit sa gorge se nouer. Il ne savait pas quoi dire. Il n'y avait rien à dire. Rien de juste,
en tout cas. Hope continua, d'une voix plus basse. Après, je suis allée dans un foyer. Mais c'était pas bien là-bas. Des grands me volaient mes affaires. Un adulte m'a crié dessus parce que j'ai voulu garder une photo de maman dans ma poche. J'ai fui. J'ai dormi près d'une station de bus, dans un carton. Elle releva la tête et planta son regard dans celui d'Ethan. Mais je ne vole pas. Je ne mens pas. J'ai juste faim. Et j'ai pas envie de devenir comme ceux qui font du mal aux autres. Ethan luttait contre les larmes. Lui, l'homme que rien ne faisait vaciller, l'investisseur habitué aux décisions froides et au bilan trimestriel, était bouleversé. Cet enfant ne demandait pas la pitié. Elle incarnait une vérité brutale, simple et éclatante. Il prit une profonde inspiration, puis demanda doucement. « Tu as de la famille ? Quelqu'un a appelé ?» Hope secoua la tête. « Non, monsieur. Juste maman. Et elle est dans le ciel maintenant. Elle me manque chaque jour. » Silence. Ethan se pencha légèrement, posant sa main sur la table entre eux. Il ne toucha pas la sienne. Il ne voulait pas la brusquer. « Tu ne devrais pas être seule. »« Pas comme ça. » Hope le fixa, incertaine. Elle ne savait pas encore que ce soir-là, un simple dîner allait changer sa vie. Ce soir-là, Ethan prit une décision qui allait changer de vie. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas de la charité. C'était quelque chose de plus profond. Une évidence. Ethan Caldwell, cet homme habitué aux décisions multimillionnaires, aux contrats signés dans les salons d'aéroport et aux stratégies froides, venait de ressentir un appel intérieur qu'aucun tableau Excel n'aurait su anticiper. Assis dans la voiture qui le ramenait chez lui sans avoir assisté à son dîner d'affaires, il sortit son téléphone et composa une série de numéros qu'il n'aurait jamais cru utiliser un jour pour cela. « Karen ? J'ai besoin que tu me rejoignes chez moi. Ce soir. C'est urgent. Et, personnel. » Son avocate, Karen Malone, spécialisée en droit de la famille, fut surprise par le ton inhabituel de son client, doux, tremblant, presque fébrile. Puis il appela Myriam Lopez, une assistante sociale réputée pour son humanité et son efficacité, qu'il avait rencontrée lors d'un gala de charité. Enfin, il appela un juge, James Whitmore, un vieil ami, aujourd'hui président du tribunal des affaires familiales de King County. « Jim, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas encore ce que je fais, mais je sais que je dois le faire. » Hope, pendant ce temps, s'était endormie à l'arrière de la voiture. Son petit corps recroquevillé, une serviette chauffante posée sur ses jambes, tenait encore un morceau de pain dans sa main. Même dans son sommeil, elle le serrait comme un trésor. Légalement, accueillir un enfant sans lien de parenté, et encore moins un enfant en situation d'abandon, n'était pas une affaire simple. Tout devait être fait dans les règles. Ethan accepta de se soumettre à toutes les évaluations, contrôle de ses antécédents, visites domiciliaires, entretien avec des psychologues spécialisés, déclaration de revenus, enquête sociale. Il ouvrit son immense maison à Capitol Hill. Mais pas comme un refuge temporaire, comme un nouveau foyer. Il fit transformer une chambre d'amis en chambre d'enfant. Pas une chambre de princesse rose et cliché. Non. Une pièce douce, lumineuse, avec des coussins, des peluches, des livres, et un lit avec des draps à motifs d'étoiles. Hope, au début, avait du mal à y croire. La première nuit, elle resta assise sur le bord du lit pendant des heures, n'osant ni se glisser sous les draps, ni toucher à quoi que ce soit. Elle ne comprenait pas la lumière automatique de la salle de bain. Elle sursautait au bruit du lave-linge. Elle ne savait pas comment utiliser une brosse à dents électrique et se lavait encore les dents avec le doigt. Et chaque nuit, elle pleurait. Silencieusement. Recroquevillée sous sa couverture, murmurant le prénom de sa mère. « Maman, je t'ai pas oublié, j'essaie d'être forte. » Mais Ethan était là. Pas intrusif. Pas brutal. Juste présent. Il frappait à la porte de sa chambre chaque soir. Il demandait. « Tu veux que je lise quelque chose ? Une histoire peut-être ? » Parfois elle disait non. Parfois elle disait oui. Il commença par des contes classiques. Puis des récits illustrés. Elle aimait particulièrement ceux avec des héroïnes courageuses.
Elle demandait toujours. Elle a une maman, elle? Progressivement, un lien étrange et solide se tissa entre eux. Il ne la forçait à rien. Mais il lui ouvrait des portes au sens propre comme au figuré. Un jour, elle entra timidement dans son bureau pendant qu'il lisait. « Tu fais quoi ? » ?»« Je lis un rapport d'investissement. »« Ça parle de quoi ?» Il referma le dossier. « Tu veux que je te montre comment ça marche, l'argent ? » Ce jour-là, il lui montra comment lire une fiche de valeur, comment fonctionne une action, ce qu'est une fondation. Elle écouta, fascinée. Et elle recommença à dessiner. D'abord sur des coins de nappe. Puis dans des carnets que Myriam lui offrit. Elle dessinait des maisons, des étoiles, des fleurs, des mères et des filles se tenant la main. Et un homme aux cheveux gris. Souvent de dos. Mais toujours là. Il l'inscrivit dans une école privée bilingue, où elle fut au départ perçue comme étrange, différente. Mais sa maturité impressionna les enseignants. Elle excellait en littérature, en lecture expressive, et en écriture. Elle écrivait des poèmes. De très beaux poèmes. Chaque matin, il lui préparait une boîte à lunch avec un petit mot. « Je crois en toi. Ta maman serait fière. Sois toi-même. » C'est suffisant. Elle s'attachait à des petites choses. Son chien, un golden retriever du nom de Milo, qu'elle promenait tous les soirs. Son nounours, qu'elle appela Angela, en hommage à sa mère. Son oreiller préféré, qu'elle appelait le nuage. Et à Ethan. Elle ne l'appelait pas papa tout de suite. D'abord Monsieur Caldwell. Puis Ethan. Un jour, alors qu'il l'aidait à choisir une robe pour la rentrée, elle leva les yeux et dit, presque comme un murmure. « Est-ce que j'ai le droit de t'appeler Dad ?» Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se retint de pleurer, se contentant de répondre. « Tu as tous les droits du monde, Hope. » Ce fut ce jour-là qu'elle devint sa fille, non par les papiers, mais par le cœur. 10 ans plus tard, dans l'immense salle de cérémonie de l'université de Yale, l'atmosphère était solennelle et chargée d'émotions. Des centaines d'étudiants en toge noire et toque carrée remplissaient les rangées, un mélange vibrant de nervosité, d'excitation et de fierté. Les parents, amis, professeurs et médias s'étaient rassemblés pour célébrer un moment unique, la remise des diplômes. Sous les feux des projecteurs, sur l'estrade en bois poli, une jeune femme aux traits affirmés fit son entrée. Sa peau brune, lumineuse sous les lumières, contrastait avec la toge noire, tandis que ses yeux, pleins de détermination et de gratitude, scrutaient la foule. Cette femme, c'était Hope Caldwell. L'enfant qui, une décennie plus tôt, avait froid, faim, et avait timidement demandé. « Puis-je laver les plats pour un repas ?» À 19 ans, Hope était devenue une jeune adulte accomplie, fière et inspirante. Elle s'approcha du micro avec une confiance tranquille, et la salle se tut instantanément. Les caméras se braquèrent, capturant chaque mot. « Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais oublié. Un soir, j'avais froid, faim, et j'ai demandé à laver des plats pour manger. » Elle marqua une pause, laissant le silence souligner ses paroles. Un homme a tendu la main. Il ne m'a pas vue comme une charge, un déchet, ou un simple problème à gérer. Il m'a vue comme une vie. Une personne. Un murmure d'émotion parcourut la foule. Cet homme m'a appris que la dignité n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne aux autres. Il m'a offert plus qu'un repas. Il m'a offert une famille, un avenir, un amour inconditionnel. Merci à toi, papa, Ethan Caldwell. Les yeux de Hope s'embuèrent de larmes, mais sa voix resta ferme, emplie de respect et d'affection. Dans la foule, au premier rang, un vieil homme aux cheveux poivre et sel, portant un costume simple mais élégant, essuyait discrètement une larme. Ce n'était plus le PDG puissant d'autrefois. Il avait vendu la quasi-totalité de ses parts dans Caldwell et Monroe Investment pour fonder une organisation humanitaire, la Hope Foundation for Dignity et Shelter. Cette fondation, née du moment où il avait tendu la main à une petite fille affamée, aidait désormais plus de 2000 enfants sans abri chaque année, leur offrant abri, éducation, soins et espoir. Le chemin parcouru était immense. Une transformation inattendue. Ethan Caldwell n'avait jamais envisagé devenir père à 56 ans.
Sa vie avait été rythmée par les réunions, les bilans, les voyages d'affaires, et les décisions stratégiques. Il avait bâti un empire financier. Mais ce jour-là, au coin d'une rue, une petite voix avait changé sa trajectoire. Puis-je laver les plats pour un repas? Ce n'était pas une simple question. Ce n'était pas un appel à la pitié. C'était un appel à l'amour. Et cet appel, cette invitation à la compassion, avait transformé à jamais cet homme d'affaires impitoyable. Il était devenu un père, un mentor, un protecteur. Il avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en actes de bonté. Ce soir-là, à Yale, alors que Hope levait fièrement son diplôme, c'était aussi la célébration d'une victoire silencieuse, celle d'une vie sauvée, d'un destin changé par un simple geste d'humanité.